Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais répondre à vos questions. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on est à la FAQ numéro 5. Donc ici, j'ai recensé les questions que vous m'avez posées dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas encore posé votre question ou alors que vous n'osiez pas la poser, n'hésitez pas à le faire. Faites-le dans les commentaires, comme ça je pourrai répondre à votre question dans la prochaine FAQ qui sera la FAQ 6. Soyez bien attentifs tout au long de la vidéo car dans cette vidéo, il y a un concours. Alors ça va être vraiment très simple. Je vais vous poser une question à un certain moment de la vidéo et ensuite il faudra me donner la bonne réponse dans les commentaires. Je recenserai toutes les bonnes réponses et je tirerai une personne au sort qui aura la chance de gagner un patron PDF sur la boutique Enjoy Couture. Ce sera un patron de son choix. Donc soyez bien attentifs, c'est parti. On commence avec la première question de Corinne. Alors, elle me dit « Super vidéo, toujours très bien expliqué. Déjà, merci beaucoup. Quel est le symbole pour indiquer le devant et le symbole pour le dos ?» J'ai l'impression que ce n'est pas toujours le même. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, pour répondre à cette question, à l'école, on n'a pas forcément appris de symboles pour le devant et le dos. On a appris des symboles pour l'envers et l'endroit du tissu. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire dans ta question. Si pas, je vais du moins répondre comment faire pour reconnaître tout simplement un devant et un dos sur un haut ou sur un bas. Premièrement, pour un haut, donc c'est-à-dire sur un corsage, une blouse, un t-shirt, une robe aussi, ce sera la même chose. Là où vous allez voir une encolure, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous repérer. Donc c'est-à-dire que le devant, il a toujours une encolure plus profonde que le dos. Par contre, bien sûr, je mets bien des parenthèses. Si vous avez un dos nu dans le dos, vous vous doutez bien que ce n'est pas votre devant. Voilà, donc faut toujours faire attention, mais dans 90% des cas, le devant a l'encolure, comme on peut le voir même ici, plus profonde que le dos. Donc ça, c'est pour tout ce qui est au niveau des vêtements hauts. Ensuite, pour le bas, on va reconnaître un dos de pantalon et un devant de pantalon grâce à sa fourche. C'est-à-dire qu'au niveau du dos, vu qu'on a des fesses, on a besoin de plus d'espace pour que les fesses puissent rentrer dans le pantalon. Et donc, on va avoir une fourche beaucoup plus profonde. Ce sera une fourche qui sera beaucoup plus grande que sur le devant où elle sera beaucoup plus petite. Je vous mettrai une photo juste ici d'une fourche dos et ici d'une fourche devant. Alors, pour la manche, ça aussi c'est important à savoir, quand vous avez une manche devant vous, là vous avez des repères. Vous avez un repère ou deux repères. Enfin, vous avez les deux sur la manche, mais un repère égale le devant, deux repères égale le dos. Alors, c'est possible que parfois certains patrons fassent l'inverse, mais il n'y a aucun souci. Dans la majorité des cas, vous allez pouvoir également vous repérer à l'emmanchure. C'est-à-dire que si la personne a mis deux repères pour le devant au lieu de un repère pour le devant, sur son emmanchure devant, il y aura le même nombre de repères. Donc en fait, il faut faire tout simplement coïncider les repères que vous voyez sur l'emmanchure et sur la tête de manche. Deuxième question, elle nous vient de Annival. Alors elle me dit « Merci Nausicaa pour cette démonstration. En effet, j'aimerais beaucoup voir une démonstration sur les épaisseurs et différentes matières. Merci. » Elle me parle donc de ma Juki 8000A que je vous avais présentée lors d'un vlog. Si vous n'avez pas vu ce vlog, je vous le mettrai ici juste dans le petit i. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la machine à coudre et je vais tout simplement vous montrer comment elle coud différentes épaisseurs et différentes matières. Alors, nous voilà sur la Juki. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, vous voyez, il y a déjà quelques petites coutures ici qui ont été faites précédemment. Voilà, vous voyez mieux. Alors, on va essayer sur un tissu qui est tout simplement assez fluide et assez fin. On va essayer sur un jeans et on va également essayer sur du simili-cuir. On va commencer par le plus fin en allant vers le plus épais. Alors, il faut savoir qu'un tissu se coud toujours en double. Donc on ne fait pas un test sur un tissu simple parce que dans la réalité, on ne coud jamais sur un tissu simple. Le but d'une couture, c'est d'assembler... Hop, je remonte mon pied. C'est d'assembler deux tissus ensemble. Donc ici, je me positionne, je descends mon pied. Il va faire le point d'arrêt tout seul au début, tout seul à la fin parce que je l'ai sélectionné comme ceci. Là, il m'a fait mon point d'arrêt. Je n'ai appuyé sur rien comme vous avez pu le constater. Ici, j'ai l'option qui me permet tout simplement de pouvoir faire le point d'arrêt manuellement si je le souhaite. Mais moi, je l'ai programmé pour que ça se fasse automatiquement. Donc là, je fais mon point, je vais très doucement. Là, j'ai déjà été un peu plus vite. Je vous montrerai la vitesse maximum juste après.
Et là, je vais basculer avec mon talon sur ma pédale juste pour faire le point d'arrêt. Et en même temps, elle coupe mon fil. Elle coupe pas mon tissu, elle coupe mon fil. Vous voyez, j'ai retiré. Là, le fil reste ici. Et ici, on a le fil qui a bien été coupé. Je vais en refaire une sur le côté pour que vous puissiez voir mieux la couture. Donc nous voilà ici sur la couture sur l'endroit. Je vais voir si vous allez mieux voir comme ça normalement. Donc là on a la couture sur l'endroit, petit point d'arrêt avec 3 petits points qui sont vraiment bien faits je trouve. Les points d'arrêt ne sont pas trop gros, trop moches. Et sur l'envers, voilà notre couture. Alors là, c'était pour le tissu qui était relativement fin. On va maintenant passer aux jeans. Donc pour le jeans, je vais faire la même chose. Vous voyez ici, je vais vraiment passer sur les grosses épaisseurs. Elle passe sans problème. Donc voilà la couture. Juste ici, point d'arrêt, point d'arrêt. Ici, on est sur l'endroit. Et je vais refaire le test également donc sur la grosse partie, c'est-à-dire sur l'ourlet qui est déjà double. Donc là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs de jeans. Hop. Et vous avez vu qu'elle n'a eu aucun problème pour faire la piqûre. Et on passe maintenant au simili-cuir. Alors, pour le simili-cuir, voilà la couture sur l'endroit. Et voilà la couture sur l'envers. Alors, je vous avoue qu'ici, j'ai pas du tout respecté le droit fil. Enfin, peu importe, j'ai même pas mis une tension forcément adaptée. C'est pour ça que ça gondole légèrement. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci. Vous mettez un point plus grand quand vous cousez le simili-cuir. Hein. On va faire le test si vous voulez. Donc là, je vais juste réenfiler mon aiguille parce que bien entendu, Nausicaa est toujours maladroite, ça n'a pas changé. Et donc, elle a désenfilé l'aiguille. Alors, dans cette machine, ça s'enfile de la gauche vers la droite. Donc, pas du tout de l'avant vers l'arrière. C'est comme ça dans les machines industrielles. Donc, j'enfile de la gauche vers la droite. Je vais passer sur un point beaucoup plus épais, beaucoup plus long. Vous voyez ici déjà le résultat du point plus long est beaucoup plus joli. Et je vais maintenant vous montrer la vitesse maximum que cette machine peut avoir. Soyez prêts, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, vous avez vu ce que ça donnait. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, que ce soit sur le jeans en double épaisseur, sur le jeans en 6 épaisseurs, sur le simili-cuir ou sur du tissu beaucoup plus fin, le résultat est toujours très joli. Il faut bien entendu adapter la longueur du point par rapport au tissu. Donc par exemple sur le simili-cuir, on va avoir une longueur de point un peu plus grande et on va avoir une tension qui sera à peu près la même que pour les autres. Hein. Franchement, j'ai pratiquement pas bougé la tension. Je l'ai à peine bougé de 3 mm, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc ça c'est vraiment au niveau de la machine Juki. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez vraiment une revue complète de chez complète sur la Juki, en passant par les différents points, les différents points d'arrêt, si c'est des points d'arrêt automatiques, si c'est pas des points d'arrêt automatiques, etc. Dites-moi dans les commentaires et j'en ferai certainement une vidéo. La question 3 nous vient de Ruby Soleil Kimi, donc bonjour à toi, c'est sur le maillot palmier. Il n'est pas nécessaire d'avoir un fil mousse pour coudre le lycra à la surjeteuse, point d'interrogation. Et pour la tension, vous vous mettez sur combien, s'il vous plaît, merci. Alors, tout d'abord, pour coudre du lycra, effectivement, ce n'est pas du tout obligatoire d'utiliser du fil mousse.
Pourquoi? Le fil mousse en fait c'est, comme je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos, le fil mousse c'est un fil qui est très voluptueux, donc il est vraiment mousseux, c'est vraiment, il porte très bien son nom, le fil mousse, par rapport au fil en polyester. Donc je vous mettrai 2 photos également ici pour que vous puissiez voir la différence entre le fil mousse et le fil de polyester, mais le fil mousse est beaucoup plus doux. Alors effectivement vous allez peut-être le sentir, moi personnellement je couds avec les deux. Je ne sens pas forcément la différence au niveau de la douceur. Maintenant, c'est vrai qu'on va sentir la différence au niveau de l'élasticité. C'est-à-dire que le fil mousse est plus élastique que le fil en polyester. Donc c'est vraiment une question de choix. Le fil mousse coûte plus cher que le fil en polyester. Donc bien entendu, ce n'est pas du tout obligatoire d'utiliser du fil mousse pour coudre du lycra. Au niveau des tensions, si vous cousez avec du fil mousse, le fait qu'il soit plus élastique, il va falloir diminuer votre tension. Il va falloir la mettre entre 0 et 2. Par contre, si vous êtes avec du fil en polyester, à ce moment-là, vous laissez vos tensions sur 4. Par contre, ce que je vous conseille toujours, et ça je le conseillerai tout le temps, faites un test au préalable avec différentes tensions parce qu'en fonction d'une machine et en fonction d'une autre, ça peut changer. Pas de grand chose, hein. Vous n'allez pas passer d'une tension de 1 à 9, on s'entend, sauf si votre machine a un problème au niveau des blocs de tension. Mais en principe, ça ne devrait pas arriver. Donc la meilleure façon de trouver le bon point, c'est vraiment tout simplement, de trouver la bonne tension en fait, c'est de faire des tests au préalable. Attention, alerte, alerte concours, question. La question est la suivante. Quel nombre de crans on a besoin sur une emmanchure pour avoir la réponse du devant? C'est-à-dire combien de crans on a besoin pour savoir si c'est le devant. Réponse A, on a besoin de 1 cran, réponse B de 2 crans ou réponse C de 3 crans. Mettez la réponse A, B ou C dans les commentaires, comme ça après je pourrai tirer au sort la personne qui gagnera un patron PDF au choix. La question numéro 4 nous vient de Lily qui me dit « Le volant de ma machine est dur, je l'ai déjà nettoyé mais c'est toujours dur ». Alors, pour te répondre, c'est très simple. Il peut y avoir plusieurs solutions à ça, je vais dire entre guillemets. Soit il y a un problème supérieur dans ton enfilage, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un fil qui s'est emmêlé dans ton crochet supérieur, ou alors il est possible que le problème vienne du bas. Majoritairement, c'est vrai que ça vient du bas au niveau des fils qui peuvent être coincés sous la machine. On va donc passer sur la machine mécanique pour que je vous montre comment démonter la partie du bas et du coup pouvoir voir s'il y a des fils bloqués, et donc ça peut être dû à ça que votre volant soit dur et que vous n'arrivez pas à le tourner. Vu que les fils sont quand même assez solides, ça peut bloquer le mécanisme. Alors, comme vous pouvez le constater, ici on va travailler sur le bas de la machine à coudre. Donc là, on va tout d'abord retirer la partie amovible pour avoir accès au bas. Si vous avez une canette qui se trouve sur le dessus, il ne faut pas retirer forcément ça, hein. Vous devez juste retirer le dessus et vérifier si vous n'avez pas tout simplement des fils coincés. Alors on ouvre, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très propre. Je rigole, c'est vraiment dégueulasse, mais bon. Donc on commence par retirer d'abord une majorité de poussière. Ça, c'est vraiment la première étape avant de retirer quoi que ce soit. Donc voilà ce que je viens de retirer. Donc vous voyez, il y a quand même des jolies petites crasses, hein. Donc ça, c'est juste pour l'extérieur. Ensuite, on va tout simplement pousser. Donc ici, à droite et à gauche, vous avez 2 petites pattes, on va appeler ça comme ça. Vous allez la pousser une vers la gauche, une vers la droite. Et là, vous allez avoir en main cette partie-ci. Donc, je vous la montre. Et vous voyez que, de nouveau, on a de jolies poussières. Donc, on retire les poussières. Donc là, je pense que vous voyez assez bien qu'il y a plein de poussière tout autour, juste ici. Donc on va les enlever de nouveau. Alors, ce qu'on peut également faire, personnellement, c'est ce que moi je fais, c'est que je prends mon découvite. Et en fait, ici, je viens carrément retirer une grosse partie. Vous voyez, ça sort directement, quoi. Tellement il y a de la poussière.
Je vais prendre carrément la poussière pour vous montrer. Donc ça, c'est juste ce que je viens d'enlever entre les griffes en fait, vous voyez. Donc là, vous avez 3 rangées, là c'est une rangée. J'ai vraiment retiré ça pour une seule rangée de griffes, c'est incroyable. Et une fois que c'est fait, on peut tout remettre. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question au sujet du volant qui bloque. Il ne faut surtout pas hésiter à faire ce petit nettoyage parce que parfois il y a des amas de fils qui bloquent le mécanisme. Et à ce moment-là, on a beau faire ce qu'on veut, on risque d'abîmer la machine si on force sur le volant. Donc toujours bien vérifier au niveau de l'enfilage supérieur et au niveau de tout simplement de l'inférieur, voir s'il n'y a pas de fil. On va maintenant passer à la question suivante. Question suivante qui nous vient de Marilyn. Elle me dit « Bonjour, je viens de faire le sac lunch. Il est super, merci pour toutes vos explications. » Merci à vous. Pouvez-vous me conseiller pour en faire un plus grand? Merci pour votre réponse, bonne journée. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer sur la caméra qui est au-dessus de ma table. On va faire un petit peu de calcul, un petit peu de patronage. Je vais vous montrer comment faire pour augmenter tout simplement des patrons, en l'occurrence des patrons d'accessoires. Je ne parle pas du tout de patrons de vêtements parce que là on part dans de la gradation et ça n'a absolument rien à voir. Mais là en l'occurrence la question c'est pour le sac lunch. Alors oui bien sûr je vais te montrer comment il faut faire, vous montrer à d'autres personnes si ça peut intéresser également comment faire pour agrandir. Et sachez que le principe sera le même aussi si vous comptez diminuer la taille du sac lunch. Donc c'est parti. Alors pour le patron du sac lunch, voilà les deux tout simplement les deux patrons qui consistent à construire le sac lunch. On a donc le tout grand qui est de 63 cm sur 19, puis 63 sur 19 vu que c'est un rectangle, forcément les côtés sont les mêmes. Et on a un autre morceau qui est celui de 19 sur 22. Alors ce côté là en fait c'est tout simplement la partie côté du sac qui va venir se greffer à ce côté-ci. Et on a la deuxième partie qui viendra se greffer à l'autre côté. On va travailler que sur la moitié du patron, de toute façon c'est toujours la même chose pour l'autre côté. Petite explication. On a donc un patron qui fait 19 sur 63. Au niveau des mesures finies, il fait 17 sur 17, donc 17 de profondeur, 17 de largeur, et au niveau de la hauteur, il fait 20 cm. Moi je veux un patron, enfin du moins un sac lunch fini de 20 cm de profond, 20 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Donc pour faire ces modifications là, je vais devoir travailler avec hors valeur couture ou avec valeur couture. Ça c'est vous qui voyez. Ici dans le patron les valeurs couture sont comprises, donc je vais travailler avec les valeurs couture. Alors on va tout simplement faire un petit dessin pour que vous compreniez chaque partie où elle vient se greffer. Alors cette partie-ci, qui est la partie donc côté, je vais la mettre en orange. Elle va venir se greffer sur cette partie-ci. Donc là, vous avez la partie là qui se greffe sur ce côté-là. Je vais changer de couleur pour que ce soit plus explicite pour vous. Ensuite, on a la partie donc du bas du sac qui va venir se greffer au centre parce que ce sera le bas du sac. Et ensuite, de nouveau, on a une autre partie qui est la partie de l'autre côté. Et celle-ci, elle va venir se greffer sur forcément le devant du sac. Donc en gros, voilà comment ça va se passer. Je veux un sac fini, comme je l'ai dit, de 20 sur 20 sur 25. J'ai donc besoin d'avoir un côté qui mesure 22 ici pour avoir une finition de largeur de sac 20 parce que là on est sur la largeur du sac comme ici, hein, on est sur la largeur du sac également. Donc pour cela, je modifie mon patron, je veux que mon sac fasse 20 fini. Il faut rajouter les valeurs couture, donc ça fera 22 fini. Donc 22, ça veut dire que là j'ai 19, je vais rajouter en plus de la mesure. Là, j'ai tracé une ligne pour faire 22 cm. J'écris en rouge, comme ça vous savez que en rouge, c'est le nouveau patron qu'on retrace.
Ensuite, on va avoir besoin d'un petit calcul. Petit calcul vraiment très simple, hein, vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans des grands, des grands calculs de mathématiques, je vais y arriver. On va avoir besoin de modifier ce côté-là parce qu'on veut que la hauteur du sac soit de 25 cm, plus 2 cm de valeur couture parce qu'on rajoute toujours 1 cm au-dessus, 1 cm en dessous. Ça veut dire 25 plus 2, ça nous donne 27. Ce qui signifie que je veux que mes côtés, maintenant, mesurent 27 cm. Donc je vais rajouter 5 cm, hein, vu qu'on était à 22. Je rajoute 5 cm à mon patron. Et en largeur, de nouveau, on fait 22 parce qu'il faut absolument que ça corresponde à ma largeur du sac que je veux. Donc 20 cm. Du coup, comme il y a 2 cm de valeur couture, ça nous fait bien 22. Donc je vérifie. On est bon. Donc ici, je peux déjà refermer mon rectangle. Et j'ai déjà ma nouvelle pièce, qui est donc un rectangle de 22 sur 27. Et maintenant, de l'autre côté, il va falloir calculer quelle longueur on va avoir besoin. Pour cela, calculatrice, on va devoir mesurer tout simplement donc les mêmes côtés qu'on avait pris au début, c'est-à-dire le côté orange qui fait 27. On fait 27 plus le côté vert qui maintenant en mesure 22, plus 22. Et l'autre côté bleu, qui sera ici, qui en mesure maintenant 27. Ce qui nous donne 76. Donc, ça veut dire que notre rectangle qui était de base à 63, on va devoir l'augmenter à 76. Donc là, vous vous doutez bien, ma feuille A4 n'est pas assez grande, hein, mais vous faites les bonnes mesures. Je l'augmente, tac, et maintenant il fait 76. Donc voilà, j'ai un nouveau patron, c'est-à-dire que ce côté-ci fait 76. 76, égale la somme du côté orange, du côté vert, du côté bleu qu'on a réadapté avec les mesures qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on a fait 27 plus 22 plus 27, ce qui nous a donné 76. Et la largeur est maintenant de 22 parce qu'on ne veut plus que ce soit 19, valeur couture comprise, attention, mais bien 22. Et voilà, avec les mesures que je viens de vous donner, le sac fera 20 cm de profondeur sur 20 cm de large et 25 cm de hauteur. Bien entendu, vous pouvez changer ces mesures-là. N'oubliez pas que là, 20 sur 25, c'est hors valeur couture. Il faut donc rajouter les valeurs couture. Donc avec valeur couture, ça fait 22 sur 22 sur 27. Vous pouvez le faire même encore plus grand. Alors, ce qui serait super cool, c'est que si vous le faites plus grand ou plus petit, vous m'envoyez quand même vos photos. Comme ça, au moins, je peux voir le travail que vous avez fourni. Et personnellement, moi ça me fait super plaisir de voir les abonnés qui réalisent tout simplement les créations que j'ai pensées, enfin que j'ai réalisées, que j'ai créé les patrons, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyCouture ou en m'identifiant dessus ou encore en partageant vos réalisations dans le groupe communauté Enjoy Couture. Petit rappel pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, n'oubliez pas de répondre à la question dans les commentaires, comme ça vous serez peut-être l'heureux ou l'heureuse gagnante du concours. Pour les personnes qui aiment ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous avez aussi des questions, vous pouvez me les poser, comme ça j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.